Bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce dernier numéro de Startup de la saison avant la trêve estivale. On reviendra fin août pour la rentrée, comme d'habitude tous les mercredis à 12h30 et comme d'habitude en direct et en partenariat avec McDiness. On apprendra des leçons apprises avec nos entrepreneurs et entrepreneuses invités. Aujourd'hui, nous finissons en beauté avec l'entrepreneur français du moment, Frédéric Mazzella, le cofondateur de Blablacar, le célèbre site de covoiturage qui vient de lever, tenez-vous bien, 100 millions de dollars. Allez, bonne émission à vous. Les meilleurs entrepreneurs ne créent pas des entreprises, ils lancent des mouvements. C'est la citation de Dominique Vidal d'Index Venture, le nouvel investisseur de Blablacar et l'entrepreneur en question. C'est Frédéric Mazzella. Bonjour Frédéric. Bonjour Kevin. Alors comme ça, vous êtes en train de lancer un mouvement collaboratif, c'est ça l'idée ? Oui, ça fait quelques années. Ouais. Enfin, disons que, ouais. Enfin, nous, on a lancé le covoiturage et puis ensuite, il y a le mouvement plus général de la consommation collaborative qui est apparu et on est en plein dedans. Alors on rappelle que vous êtes le cofondateur de Blablacar, anciennement covoiturage.fr, la start-up française aux 8 millions de membres. Il y a un an, vous étiez venu sur ce plateau, il y en avait 3 millions, donc c'est assez incroyable la fulgurance de l'expansion. Présente dans 12 pays en Europe et en Russie et un taux de croissance continuellement à 3 chiffres. C'est encore le cas toujours ? Oui. À peu près. Oui. Et la semaine dernière, on va commencer l'émission d'ailleurs là-dessus, vous annonciez une levée de fonds record de 100 millions de dollars, 73 millions d'euros pour ceux qui veulent faire la conversion, auprès donc d'Index Ventures et de vos investisseurs historiques, Isaïe, Accel Partners et Lead Edge Capital. Alors la dernière fois qu'on a vu tel chiffre, c'était avec Fotolia et Deezer en 2012. La première question, est-ce que vous pouvez nous raconter l'envers du décor ? Comment est-ce qu'on fait pour lever 100 millions de dollars ? Il faut commencer par faire un bon produit, faire une belle croissance et puis également ensuite, donc ce qui est important, c'est d'avoir des relations quand même en permanence avec des gens qui s'intéressent à l'activité et qui seront en mesure de la financer. Donc en fait, quand on entend parler d'une levée de fonds comme ça, généralement, il s'est passé de nombreux mois et souvent de nombreuses années de discussions avec des gens qui recherchent des projets à fort potentiel et puis des entrepreneurs qui sont en train de créer leur business. Donc en fait, là, typiquement… de travail en amont ? Typiquement, avec Dominique Vidal et puis le fonds Index, ça doit faire 3-4 ans qu'on est en contact assez régulier. C'est des gens qui regardent comment on évolue, qui ont toujours vu la croissance. Et c'est quelque chose de très important pour eux parce que le jour où ils vont décider de miser énormément, comme ils le font aujourd'hui, sur l'expansion future d'une société comme la nôtre, il faut qu'ils aient vu le film. Il ne faut pas qu'ils aient vu juste… dans le radar depuis le début en fait. Oui, voilà. Alors après, au niveau opérationnel pur d'une levée de fonds, là, ça a pris 9 mois à peu près. Alors justement, il y a un interlocuteur qui s'appelle Truc. Qu'est-ce qui a convaincu les investisseurs de miser une telle somme ? Et je rebondirai, je poserai une deuxième question dans la foulée. Comment ça s'est passé ? Parce que j'ai cru savoir que, entre guillemets, vous avez eu le choix. Plusieurs investisseurs étaient intéressés. En gros, la question, quels sont les critères des investisseurs pour investir dans votre start-up ? Et vous, quels ont été les critères qui vous ont fait choisir ces fonds ? En fait, quand on fait une levée de fonds, il faut voir sur l'historique, les levées de fonds, ce n'est pas la première pour Blablacar. Oui, c'est la 4e d'importance, mais disons qu'il faut voir qu'à chaque levée de fonds, il y a un objectif. C'est plus simple en fait, en tout cas, de discuter avec un investisseur quand on lui dit voilà, on cherche des financements pour telle ambition. Donc en fait, si on reprend historiquement, en 2009, on avait levé 600 000 euros avec pour ambition de faire une plateforme la plus parfaite possible, avec la meilleure expérience possible et donc devenir leader du secteur du covoiturage. C'est ce qu'on a fait. Donc ensuite, en 2010, on a pu lever 1,2 million chez Isaïe, qui est le fonds qui nous suit encore aujourd'hui, avec Jean-David Chamboredon, Christophe Reynaud notamment. Qui avait pour but là de trouver un modèle économique par rapport à l'attraction du service que l'on constatait, c'est-à-dire que quand vous commencez à avoir beaucoup de traction, beaucoup de volume, vous avez des coûts évidemment qui montent en flèche de manière exponentielle avec l'activité, et donc il faut trouver un modèle d'équilibre, donc un modèle économique pour pouvoir soutenir cette croissance-là, parce que sinon vous allez juste perdre de l'argent puis à un moment ça s'arrête. Donc ça, c'était l'enjeu de la levée de fonds qu'on a fait en 2010. Donc on a réussi à déployer un modèle économique qui permet de faire croître l'activité. Donc on l'a déployé à partir de 2011 quand on avait 1 million de membres. Ensuite, comme ça marchait bien, le pari qu'a fait Accel Partners quand ils nous ont rejoints début 2012, c'était qu'on pouvait répliquer ce qu'on avait réussi à construire en France sur d'autres pays. Donc il a fallu
vraiment s'internationaliser et puis comprendre tous les rouages d'une internationalisation, c'est pas simple. Enfin, il y a plein de choses très compliquées. Et une fois qu'on a pu prouver qu'on arrivait à avoir de l'attraction, y compris dans d'autres pays, et ensuite également à déployer le même modèle économique sur d'autres pays, et bien là, on a un fonds comme Index qui arrive, qui lui dit, bon alors très bien, maintenant vous avez prouvé que effectivement il y a des gens qui font du covoiturage, que vous avez un modèle économique qui peut grandir avec l'activité elle-même, donc c'est pas un gouffre à argent. Scalabilité, comme on dit. Voilà, scalabilité. J'ai toujours pas de mot d'ailleurs pour scalabilité en français, si on en trouve un. À un moment, ça va finir dans le dictionnaire, scalabilité. Voilà, et ensuite on a montré qu'on pouvait répliquer ce modèle vertueux dans d'autres pays, et là, l'ambition, c'est de le répliquer à très très grande échelle, plus largement partout sur la planète, partout où on peut aller. Alors justement, il y a Jean-David Chamboredon, comme vous l'avez dit, qui est à votre board et qui est un de vos investisseurs historiques, qui a révélé qu'au début, vous deviez lever moins, mais que finalement, vous avez revu vos ambitions à la hausse. Comment est-ce qu'on chiffre justement le montant dont on a besoin, surtout quand il s'agit de telles sommes? Tout est ambition. Enfin, je veux dire, quand on va chercher un certain financement, c'est pour une certaine exécution. Donc c'est vrai qu'on peut très bien imaginer, se dire que quand on va se déployer, eh bien, on va se déployer un petit peu, moyennement, fortement, et à très très grande échelle. Donc en fait, l'idée de ce tour-là, c'était de toute manière d'aller chercher des investisseurs qui étaient prêts à nous suivre dans cette logique d'expansion. Alors maintenant, jusqu'à quel niveau? Comme on a vu qu'il y avait pas mal d'appétit et d'investisseurs qui étaient prêts à nous suivre, bien évidemment, on s'est dit, bon, bah, alors pourquoi pas faire directement un tour plus ambitieux pour aller plus loin. D'accord. On connaît la valorisation de la société, du coup, vous communiquez là-dessus? Non, vous communiquez là-dessus? Est-ce que vous êtes encore actionnaire majoritaire ou en tout cas principal de la société? J'ai jamais été actionnaire majoritaire. Hein. Enfin, de toute manière, depuis le début, le capital a été partagé. Donc voilà, moi personnellement, non. Voilà. Bah, après, au niveau de la répartition du capital, c'est quelque chose sur lequel on ne communique pas. Vous avez reçu également un appel inattendu la semaine dernière. On va voir notre invité mystère qui vous a appelé, tout simplement François Hollande. Qu'est-ce que vous avez dit tout simplement? Bon, déjà, c'est très, moi je trouve que c'est très sympathique, très bon signe et voilà, et également inattendu de recevoir un appel du président de la République. Les équipes étaient extrêmement honorées du fait que eh bien, tout le travail qu'on fait remonte jusqu'aux oreilles du président. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on s'est dit? Là, les questions principales, c'était beaucoup de curiosité de la part de François Hollande, c'était de savoir comment ça fonctionne, et puis ce qu'on comptait faire exactement comme déploiement avec une somme pareille. Vous avez demandé si vous vouliez rester en France? Exactement, oui, il me l'a demandé. Il me l'a demandé, et puis bah, évidemment, donc, je lui ai confirmé que nos bureaux sont à Paris très principalement, parce qu'aujourd'hui il y a 150 personnes dans la société, dont une centaine sur Paris, et puis une cinquantaine dans d'autres bureaux. On a des bureaux à Madrid, Milan, Varsovie, Hambourg, Londres et Moscou. Alors, on va parler maintenant de la question stratégique. Le temps avance et il y a beaucoup de questions d'internautes, décidément. Vibi75 nous demande: qu'allez-vous faire de tout cet argent alimenter les agences de communication locales pour la publicité? Alors, est-ce que la pub fait partie d'un levier de communication? Alors, oui, la communication, c'est extrêmement important pour le covoiturage, tout simplement parce que c'est une place de marché. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des offreurs et des demandeurs et qu'ils se trouvent en même temps. C'est-à-dire que les grandes problématiques qu'on a eues, notamment quand on a lancé en France, c'est qu'on avait des conducteurs qui proposent un Paris-Strasbourg demain à 18h et puis des passagers qui cherchent un Montpellier-Bordeaux après-demain à 14h. Donc, ils n'ont aucune chance de se rencontrer. Donc, au début, c'est un petit peu comme ça. Vous avez des demandes et des offres qui ne se rencontrent jamais. Donc, la grande problématique qu'on a, c'est de réussir à démarrer une place de marché. Et pour démarrer une place de marché, eh bien, effectivement, il faut communiquer beaucoup. Alors la communication, ça passe par des relations avec la presse, des relations avec les télés, avec les radios, expliquer déjà ce qu'on fait, parce que quand on arrive dans un nouveau pays, le plus grand obstacle qu'on rencontre, c'est le fait que les gens ne savent pas ce que c'est que le covoiturage, voire pire, se disent j'en ferai jamais quand on leur a expliqué. Donc en fait, il y a une grande barrière à l'explication de ce que c'est. Aujourd'hui, ça paraît évident le covoiturage en France, mais c'est le travail de 10 ans d'éducation entre guillemets. Donc il y a un grand travail de communication à faire. Et puis évidemment, on utilise des canaux comme Google ou Facebook pour se faire connaître un petit peu plus et faire connaître la marque. Alors, vous avez aussi utilisé cet argent pour vous développer à l'international. Alors, vous avez dit dans les interviews que les pays devront, enfin, il y a quelques critères, 50 millions d'habitants, des distances à parcourir entre 200 et 400 km, une bonne pénétration du mobile. Ça nous emmène dans les briques, tout ça, Brésil, Turquie, alors, ce Chine, qu'on regarde Inde. aujourd'hui, c'est des pays… Alors, très honnêtement, la manière avec laquelle on procède, c'est qu'on regarde tout un tas de pays et quand les étoiles sont alignées sur un pays, on y va. Les étoiles alignées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
qu'on considère qu'effectivement les paramètres de marché que vous avez donnés sont favorables au déploiement d'une activité de covoiturage, parce qu'il faut voir que quand on arrive, ça n'existe pas. Donc il faut quand même s'auto-convaincre que ça peut marcher. Alors après, ça c'est la deuxième étape. Mais déjà, on aligne les trois le marché, est-ce qu'effectivement il y a une place pour le covoiturage dans ce pays-là? Donc c'est oui, une grande population, des distances qui vont bien, une bonne pénétration du mobile et des réseaux sociaux. Donc une fois qu'on est convaincu que le marché est bien, on cherche les opportunités pour se développer. La deuxième brique dont on a besoin, évidemment, c'est une représentation locale. Donc comment on fait pour trouver ces gens-là? Soit on trouve une petite équipe qui a commencé à développer du covoiturage et qui ne trouve pas forcément les leviers pour arriver à la liquidité de place de marché, soit on recrute un manager en local qui va créer une équipe, soit quand on a de la chance, on a des gens en interne dans la société qui ont la bonne culture, la bonne approche et puis l'esprit entrepreneurial pour pouvoir aller dans le pays et puis développer l'activité. Donc on a fait un petit peu tous ces modèles-là sur toutes nos expansions. Et puis la troisième chose qu'il faut aligner évidemment tout simplement, c'est notre capacité en ressources à la fois humaines et financières pour pouvoir financer et puis déployer une activité dans un nouveau pays. Parce qu'on ne peut pas lancer un nouveau pays tous les mois, c'est quand même extrêmement chronophage. J'ai lu dans une interview aux Échos que vous avez donnée il y a quelques temps, la rentabilité est un choix, c'est-à-dire que vous avez fait le choix de ne pas être rentable pour vous développer et pour tout ce que vous gagnez, vous le financez. Complètement. Pour répondre à votre question juste avant, parce que je n'ai pas dit les pays qu'on regarde actuellement, c'est la Turquie, l'Inde, le Brésil et puis également des pays en Europe de l'Est. Alors il y a Merabah, j'ai l'impression qu'il doit être intéressé pour un poste. Il demande est-ce que vous cherchez des collaborateurs dans ces pays et deuxième question qu'il pose, est-ce que vous avez des adaptations de votre modèle dans les pays, enfin des adaptations locales? Alors, il y a très souvent des petits sites en copycat du nôtre dans les pays, c'est de plus en plus le cas. En fait, ce n'est pas forcément gênant dans la mesure où, de toute manière, on connaît la difficulté principale de démarrage d'une place de marché de covoiturage, c'est justement la masse critique. Parce qu'avoir juste un site qui a quelques annonces, eh bien, ça emmène pas très loin en fait, de toute manière. Donc, quand on arrive dans le pays, de toute manière, il faut quasiment tout faire en général. À part en Allemagne où on est arrivé, où le covoiturage, là pour le coup, existe depuis très longtemps. On va parler justement avec voilà, vous aviez une autre question juste avant laquelle Alors, du coup. Est-ce que vous recrutez dans ces pays? Merabah nous demande. Bien sûr. Sur notre site, il y a toute une section de recrutement sur laquelle il faut absolument aller. D'accord. Est-ce que vous appliquez justement les mêmes recettes dans chacun des pays dans lesquels vous vous implantez ou est-ce qu'à chaque fois vous essayez de tâter le marché de manière différente? On dit souvent que les startups doivent être scalables et duplicables. Ça peut être un peu les mêmes recettes, par contre, ce n'est pas forcément les mêmes outils. Typiquement, dans la plupart des pays, on peut utiliser Google et Facebook. Bon, on arrive en Russie, Google et Facebook, ils ne sont pas trop là. Donc, en fait, il faut utiliser Yandex et Vkontakte. Bon, bah voilà. Donc on a des méthodes effectivement pour nous aider à grandir qui sont basées sur des moteurs de recherche, sur des réseaux sociaux, mais on utilise les outils locaux à chaque fois. Alors pour l'instant, seuls les services français et espagnols sont payants, c'est-à-dire qu'on peut réserver en ligne, on va en parler justement. Pourquoi pas les autres et pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme Airbnb qui, dès qu'il se lance dans un pays, lance directement avec son business model classique qui est le paiement à la transaction? Alors avec la problématique de masse critique dont on parlait tout à l'heure et de liquidité de marché, il y a autre chose qui est compliquée dans le démarrage d'une place de marché, c'est que vous allez avoir, par exemple, je vais reprendre un exemple très concret, demain, David qui propose un trajet Paris-Strasbourg à 16h. Vous arrivez et puis au début, comme il n'y a pas grand monde sur la plateforme, c'est le seul. C'est le seul, sauf que vous voulez y aller demain à Strasbourg, mettons à 18h. Si vous avez un système de réservation sur lequel vous vous engagez pour être là à 16h, le problème c'est que comme vous voulez partir à 18h, vous n'allez pas le faire. Donc de toute manière, il va falloir qu'il y ait une négociation qui peut durer assez longtemps entre le conducteur et le passager. Et là, le passager appelle le conducteur, il dit « écoute, moi je voulais plutôt partir à 18h, est-ce que ça te va ?» Voilà. Donc en fait, il y a toute une période de négociation qui est nécessaire tant qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Et donc avant de pouvoir rentrer dans un mode de réservation identique à celui qu'on a sur des billets de train ou des billets d'avion, il faut qu'on ait une grande offre pour que les passagers puissent arriver et dire « parfait, demain il y a un trajet à 16h10 pour Paris-Strasbourg. » Et à ce moment-là, je vais directement le réserver en ligne comme je réserverais un billet de train ou un billet d'avion. Donc en fait, c'est une histoire de masse critique qui nous force à ne pas pouvoir déployer directement le modèle de réservation en ligne. Alors évidemment, comme tout succès que vous connaissez actuellement, il y a aussi le revers de la médaille. Il y a quelques critiques aussi qui visent justement ce passage au mode payant qui pour certains sont une perversion, on va dire, du système collaboratif par l'argent. Y a-t-il pas un risque de ce point de vue-là, de votre côté, de votre ressenti en tout cas? Je pense qu'il faut être pragmatique. Déjà, il y a une chose qui est
qui a été faite, c'est que lors du passage du mode de petites annonces au mode de réservation en ligne, ce qu'on a fait, c'est que en fait, les prix ont baissé de 15%. Parce qu'on a introduit quelque chose qui est les prix vert, orange, rouge, qui a fait que les prix sur la place de marché ont baissé de 15%. Et donc ensuite, on a rajouté une commission de 10%. Donc en fait, globalement, la commission, enfin le prix payé, parce qu'il faut voir que le covoiturage, ça n'a jamais été gratuit, les passagers ont toujours payé les conducteurs. La problématique aujourd'hui de ces personnes-là, c'est de dire oui, mais alors je vois pourquoi on paye le conducteur parce qu'il y a une voiture, mais je ne vois pas pourquoi on paye Blablacar. Alors que Blablacar a 150 personnes quand même qui s'occupent du site et 80 serveurs et puis toute une équipe de service client, y compris pour assister toutes les problématiques que les membres peuvent rencontrer. Mais bon, il y a toujours cette idée qu'Internet c'est gratuit. Alors après on dit Google c'est gratuit, Facebook c'est gratuit. En fait c'est pas du tout gratuit. Il y a un mouvement aux États-Unis qui explique très clairement que quand on n'achète pas le produit, on est le produit. Donc après c'est un choix de devenir le produit d'un service qu'on utilise gratuitement. Nous c'est pas du tout le choix qu'on a fait. On a véritablement fait le choix d'être un service qu'on va acheter, qu'on va payer pour justement éviter de tomber dans tous les travers des reventes de données ou de choses de ce style-là. Alors toujours sur cette question des commissions, il y a Nicolas qui nous parle des commissions progressives selon la date de réservation. Il demande pourquoi est-ce que le prix n'est pas le même quand on réserve, on va dire, une semaine avant ou 2 jours avant. En fait, la raison est extrêmement simple, encore une fois. C'est un peu comme sur Amazon quand vous voulez votre colis demain ou vous le voulez dans 6 jours. Il y a des frais supplémentaires quand vous demandez des choses en dernière minute. Donc en fait pour nous ça se traduit comment? Ça veut dire que les gens, enfin on a remarqué statistiquement, on a regardé très précisément, les gens qui réservent plus tard coûtent plus cher que les gens qui réservent en avance. En fait bizarrement, c'est toujours pareil, les gens qui réservent plutôt à l'avance sont des gens un peu prévoyants quand même. Donc ils réservent. La majorité réserve à la dernière minute, non? Enfin, c'est moitié-moitié. Non, moi en fait qui comme ça. Ben voilà, après ça dépend comment on utilise l'outil. Alors évidemment on offre une certaine flexibilité qui fait qu'y compris en dernière minute ça peut fonctionner. Mais en fait la réalité c'est que les gens qui réservent plusieurs jours ou une semaine à l'avance coûtent beaucoup moins cher en termes de service client parce qu'après il y a beaucoup moins de problèmes parce qu'ils ont eu le temps de s'arranger que les gens qui réservent dans les dernières 24 heures, les dernières 48 heures ou même les derniers 3 jours. Donc en fait on a décidé justement d'être fair. C'est un peu comme la raison pour laquelle on avait mis une commission proportionnelle parce qu'au début on avait commencé avec une commission à 2 €. Le seul problème c'est que sur les trajets à 10 €, une commission à 2 € ça fait beaucoup et sur les trajets à 30 € en fait ça correspond pas aux frais que ça engendre. Donc c'est l'idée de répartir les coûts de fourniture du service en fonction de l'utilisation. C'est aussi pour ça qu'on avait choisi ce business model de la transaction et non pas un business model qui serait basé sur un abonnement mensuel, qui est complètement injuste. On s'est posé la question parce que de toute manière, il fallait financer le service. Donc, soit on fait un abonnement mensuel, mais à ce moment-là, ceux qui l'utilisent une fois par mois payent le même prix que ceux qui l'utilisent 25 fois, ce qui n'est pas juste. Soit on fait un abonnement à la transaction et donc, nous, on s'est rapproché d'un modèle le plus équitable possible par rapport à l'usage. Comme la plupart des sites donc voilà, toute la logique est là. Alors on va essayer de prendre raccourcir un tout petit peu. Plus rapidement. La concurrence. Vous avez une chance assez rare qui vous êtes sur un marché où il n'y a pas de gros mastodontes américains, du moins pour le moment. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je rebondis sur une question de Vibi75 qui parle également du marché américain qui ne vous intéresse pas, en tout cas en premier lieu. Comment est-ce que vous expliquez justement que le covoiturage, c'est une méthode en vogue en Europe essentiellement? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y en a un qui est d'ordre financier pur et il y en a un autre qui est d'ordre structurel. Il faut aussi voir qu'il y a des gens qui ont essayé de lancer le covoiturage longue distance tel qu'on le fait en Europe. Ils ont essayé de le lancer aux États-Unis, ça n'a pas marché, alors qu'ils étaient bien financés et que c'était des très bonnes équipes. C'était des gens très forts au niveau produit, au niveau expérience utilisateur. Notamment, il y avait Zimride qui a essayé de lancer le service longue distance, qui est devenu Lyft par la suite parce qu'ils n'ont pas réussi à démarrer Zimride alors qu'il avait levé 6 millions pour le faire et que manifestement, vu le beau produit qu'ils ont fait Lyft, c'est une équipe très performante. Donc, en fait, les facteurs financiers, c'est que tout simplement, acheter une voiture, ça coûte moins cher, l'essence est moins cher, les autoroutes sont quasiment gratuites, l'assurance est moins chère. Bref, faire 1 km en voiture aux États-Unis, ça revient 2 fois moins cher
qu'en Europe. Et si on prend en compte en plus le fait que les Américains ont un PIB par habitant qui est supérieur au PIB par habitant en Europe, ça nous fait que en fait, faire 1 kilomètre en voiture aux États-Unis, ça revient 3 fois moins cher à un Américain que de faire le même kilomètre en Europe pour un Européen. Donc déjà, l'incitation à partager ces coûts-là pour le conducteur est 3 fois moindre. C'est-à-dire qu'en gros, faire 1 kilomètre aux États-Unis, tout seul dans sa voiture, c'est économiquement presque équivalent à faire 1 kilomètre dans sa voiture en Europe en covoiturage. Donc l'incitation financière est bien moindre. Ensuite, il y a un problème structurel sur les États-Unis, qui est que les villes sont beaucoup plus distantes. Donc ça se voit tout de suite. Donc les gens ont plutôt tendance à prendre l'avion. En plus, les avions ne sont pas très chers. Et en plus, les villes sont très étalées. Et non seulement elles sont étalées, mais en plus, les transports en commun dans les villes, à part sur la côte Est, ne sont pas terribles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un conducteur, déjà un conducteur qui va faire un trajet peut-être de potentiellement 600, 800, 1000, 1500 km entre deux villes, déjà il faut les trouver. Mais bon, quand il y en a, il a le premier obstacle qu'il n'est pas incité financièrement à vraiment partager. Le deuxième obstacle, qui est que comme les villes sont étalées et que les transports en commun ne sont pas bons, il a du mal à donner un rendez-vous dans la ville de départ et un rendez-vous dans la ville d'arrivée. Donc il est obligé de faire le tour de la ville au départ pour prendre un passager et le tour de la ville à l'arrivée pour le déposer. Donc en fait, ça rajoute beaucoup de friction et ça peut expliquer pourquoi le covoiturage longue distance ne marche pas. Mais en fait, c'est que des explications, c'est que des suppositions. Peut-être qu'un jour, voilà. Seule l'expérience dira si on arrive à développer aux États-Unis un jour. Alors moi, je fais beaucoup de covoiturage. Dans un covoiturage sur deux, on me dit covoiturage, ça a été racheté par la SNCF. Ah oui. Donc c'est une rumeur, je confirme. La question, parce que finalement, en France, en tout cas, votre plus gros concurrent, c'est la SNCF. Quelles sont vos relations avec l'entreprise, avec Guillaume Pépi? Est-ce que vous avez des liens déjà? Est-ce que vous avez déjà rencontré? J'ai déjà croisé Guillaume Pépi. Je pense de ce qu'il me dit, il aime bien le côté très dynamique de ce que l'on fait. Je pense que c'est complémentaire. De toute manière, les transports, c'est au choix des gens de savoir quelle solution ils vont utiliser. Est-ce qu'ils vont utiliser du covoiturage, du train, de l'avion? Enfin, voilà, c'est à toutes ces entreprises-là de fournir le service le plus impeccable possible pour justement attirer le plus de gens. Donc voilà, je pense qu'on fait partie du décor. Ensuite, voilà, j'ai pas particulièrement de relations spécifiques. Et donc, je répète, oui, une bonne fois pour toutes, que la SNCF n'a pas de part dans Blablacar. Pas dans cette entreprise, dans 1, 2, 3 covoiturage. Ah oui, voilà. En fait, la confusion, je pense, vient de là au départ. C'est une autre entreprise. Voilà. Toujours si on parle de concurrents, alors indirect cette fois-ci, on a le site américain de VTC Uber qui vient de lever plus d'1 milliard lui, de dollars, qui s'attaque à un marché lui, des courtes distances, en l'occurrence le marché des taxis. Y a-t-il une chance un jour que vous vous attaquiez un peu à son marché qui est de la courte distance, ou est-ce que ça vous fait peur aussi que Uber se diversifie et aille sur votre marché qui est plutôt de la moyenne et longue distance? En fait, c'est toujours pareil, c'est que de loin, on a l'impression que c'est la même chose. Mais c'est un peu comme si on allait demander, je ne sais pas, à un joueur de tennis qui joue très bien et qui est bien classé, s'il avait l'intention de se mettre au badminton. Ouais, alors ça ressemble, de loin ça ressemble un petit peu. En fait, c'est pas du tout le même sport, et c'est pas du tout le même business. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a pas du tout d'intention d'aller dans cette direction-là parce que ce n'est pas du tout le même métier. Ça ne veut pas dire que dans 3, 5, 10 ans, j'en sais rien, ces activités-là vont pas se retrouver d'ailleurs tout agrégées dans des moteurs de type des moteurs multimodaux qui proposent du train, de l'avion, du taxi, du covoiturage, du bus, tout ce qu'il peut y avoir. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun plan en ce sens. Blabla nous demande, êtes-vous concurrent de Mythique? Combien de mariages après une rencontre covoiturage? C'est vrai que j'en ai rencontré des gens qui se sont rencontrés grâce à covoiturage. C'est une concurrence qu'on m'a jamais soumise. Non, en fait, alors quand les gens voyagent dans les voitures, forcément… Il y a plus de filles sur covoiturage que il y a 45% de filles et 55% d'hommes. Donc voilà, mais c'est comme si on demandait si l'université est concurrente de Mythique, parce que je pense qu'il y a plus de gens qui se rencontrent et puis se marient en s'étant rencontrés à l'université que même sur les plus grands sites de rencontres. Il faudra regarder les statistiques, mais en gros, je crois que c'est une personne sur 3 qui se marie en s'étant rencontrée. Voilà. Et puis je crois qu'il y a un autre sur 3, c'est dans un mariage. Alors est-ce qu'un mariage, c'est concurrent de Mythique? Enfin voilà, non bon, après, la vie… Alors, je rappelle aussi votre histoire, parce que pour ne pas faire non plus que rêver les internautes sur votre success story, Blablacar, ça fait quand même 10 ans que ça existe. Vous avez racheté le site en 2006. Et avant le feu des projecteurs de la success story, il y a également les années de galère que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Enfin, de galère, je vous pose la question. Est-ce que justement, c'était les pattes. C'est ça, ouais. Les années pattes, vous y êtes passé aussi comme tout bon entrepreneur qui se respecte. D'ailleurs, à un moment, je me souviens, j'avais un journaliste en 2008 ou 2009 qui m'avait dit, bon alors attendez, il n'y a personne sur votre site. Vous êtes quasiment tout seul à pagayer. Vous n'avez pas de toute façon de business model.
Donc vous ne gagnez pas d'argent. En gros, vous ne gagnez pas d'argent, il n'y a personne et vous n'avez aucune perspective d'en gagner. Bon, ça va s'arrêter ce truc-là. Enfin, il y a un moment où vous allez devoir retrouver. Oui, forcément. Forcément. La période 2006-2009 était un yo-yo émotionnel permanent. C'est-à-dire que. La persévérance de l'entrepreneur, c'est ça qui. Voilà, il y a des moments où on se lève le matin, on se dit on va changer le monde. Et puis il y a des moments où on se lève le matin, on se dit bon, je suis en train de fusiller ma carrière. Comment je vais faire pour rattraper ça? D'autant plus que tous mes amis et mon cadre familial se demandent bien ce que je suis en train de faire, à essayer de construire un site internet. Donc oui, il y a des périodes de doute, beaucoup. Et donc j'avais répondu un jour à un entrepreneur, à un journaliste qui me disait « Alors là, ça ne marchera jamais, et puis de toute façon, vous allez devoir arrêter parce que vous n'avez aucun moyen financier. » J'avais été obligé de lui répondre que mon nom de famille, c'est Mazzella, donc j'ai des origines italiennes, certes anciennes, mais enfin quand même ici, qui font que je peux manger des pâtes pendant 10 ans. Il n'y a aucun problème, donc je serai encore là plus tard. Alors souvent, on parlait de votre carrière. Alors, je rappelle que vous êtes une tête, excusez-moi d'expresser cette expression, mais vous avez fait Normal Sup, Stanford, l'INSEAD, vous avez bossé à la NASA et dans un labo japonais. Qu'est-ce que vous faites dans l'entrepreneuriat? C'est un parcours mais je pense que c'est là qu'intellectuellement, on se développe. Enfin, moi, en tout cas, ça correspond à ma personnalité. J'ai trouvé dans l'entrepreneuriat une manière intellectuelle de développer à la fois de la créativité et de l'efficacité et de l'impact. Qui est absolument phénoménal. J'apprends des choses tous les jours et je suis hyper heureux tous les matins. Du covoiturage personnellement? Ah oui, j'en fais faire des mais je dis pas non. Bah non, parce que sinon après on se met à parler que de covoiturage et parfois j'ai envie de parler d'autre chose. De vos clients quand même. Ah oui, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, ce qui arrive, c'est que des fois, vous allez être célèbre et bientôt, vous ne pourrez plus la jouer comme ça. Ouais, voilà. Je pense qu'on en est encore loin, mais. Non, mais l'idée c'est que en voiture, ce qui m'arrive parfois, c'est que comme quand même j'essaye d'avoir les retours, de savoir comment les gens perçoivent l'expérience sur le site pour qu'elle soit améliorée. C'est vrai que des fois, au bout de 3 quarts d'heure, il y a des gens qui disent bon, on ne peut pas parler d'autre chose que de covoiturage. J'en dis non, on change de sujet. Voilà, mais oui, je fais souvent du covoiturage. Je suis souvent passager, je n'ai pas de voiture. Alors, vous n'êtes pas voiture, c'est intéressant. 3 questions très rapides pour finir, il est 13h. Comment faites-vous pour être autant présent partout, dans les événements, dans les médias? Vous dupliquez comment? Est-ce que vous êtes délégué l'opérationnel ou comment est-ce que vous arrivez à tout faire? Il y a une grosse partie de l'opérationnel, oui, qui est gérée par les équipes. Enfin, il faut voir dans l'équipe, aujourd'hui, on est quand même 150. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de tout. Vous répondez favorablement à beaucoup d'invitations. Vous êtes dans tous les événements start-up. C'est vraiment... En fait, non, pas tous. J'en refuse 3 sur 4. Ah, d'accord, ok. Vous êtes beaucoup invités, alors. Des questions après un peu plus précises sur la stratégie. Alors, hasard ou coïncidence, Index Ventures est l'investisseur de 2 startups prometteuse française du transport, Drivey et Capitaine Train. On a une question d'un internaute d'ailleurs. À quand la mutualisation des services? Est-ce qu'il y a des synergies possibles entre ces différentes startups que vous connaissez bien? C'est pas parce que vous avez un très bon coureur de 100 mètres que vous allez tout de suite lui demander de faire le décathlon, quoi. Enfin, voilà, c'est des disciplines différentes, c'est des boîtes différentes. Alors évidemment, c'est très tentant d'aller demander à quelqu'un qui semble sportif, une boîte qui semble vraiment réussir dans un domaine, d'en faire un autre, mais c'est aussi un autre métier et les autres équipes sont fabuleuses, que ce soit l'équipe de Drivey ou l'équipe de Capitaine Train, c'est des entrepreneurs hors pair et puis une équipe phénoménale. Donc voilà, chacun sur son secteur. Après, on verra plus tard, c'est vraiment trop tôt, on est en pleine croissance. Il faut voir que faire une croissance qui plus est internationale et en même temps se diversifier sur un autre produit, moi je ne sais pas faire. Je juste, faut rester focus. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Dernière question. Il y a une autre startup d'Index Venture, décidément, que vous connaissez bien, puisque vous êtes depuis peu dans les mêmes bâtiments. Vous avez le locaux juste au-dessus. C'est Criteo, évidemment, l'autre pépite française. Est-ce que, comme eux, une introduction au Nasdaq, ça peut faire partie de votre stratégie? Et c'est quelque chose auquel vous pensez pour l'étape d'après? Vous êtes un visionnaire, vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas quelle serait l'étape d'après. En fait, c'est marrant parce que j'ai toujours fonctionné en mode, opportunité ouverte. Nous, on essaye de faire le mieux qu'on peut, de grandir le plus vite possible, d'avoir le plus de monde qui fasse du covoiturage, de donner la meilleure publicité possible, le meilleur service possible autour de cette activité qui est quand même fantastique parce que là, on n'a pas trop parlé du covoiturage parce qu'on n'a parlé que du côté entrepreneuriat. Enfin, le covoiturage, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire. C'est la possibilité de se déplacer pour vraiment pas cher sur tout un tas de distances, de manière globale, avec un réseau de gens. C'est très humain, ça économise du CO2 parce qu'évidemment, être plusieurs dans une voiture, c'est mieux qu'être tout seul. Enfin, voilà.
ça a tout un tas de vertus et c'est ça qui nous motive énormément. Et donc, c'est ça qui fait qu'on a envie de faire en sorte que ce service-là ait la portée la plus large possible. Donc, notre préoccupation principale, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passera sur la route plus tard? Si vous m'aviez dit il y a 3 ans qu'on lèverait 100 millions de dollars cette année, je vous aurais ri au nez. Forcément. Ou alors, j'aurais dit, bon, non, je ne sais pas, peut-être, on verra. Mais d'ici là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, entrer en bourse ou rachat ou autonomie totale, j'ai aucune idée, très honnêtement. Notre rôle à nous aujourd'hui, c'est d'utiliser au mieux les nouveaux investissements qui nous ont été confiés et de faire en sorte que l'activité devienne plus grande. Ensuite, on verra. On finit, je veux que vous avez pris des autocollants Fun and Serious notamment. Un petit message pour les personnes. Vous allez recruter, j'imagine, avec tout cet argent. Il y a des postes qui vont je sais pas ce qu'on voit être créés. Alors, c'est cette caméra. C'est par là. Donc, est-ce que vous recrutez des gens et surtout quel poste si on veut postuler chez BlaBlaCar? Comment ça marche? Alors, on a déjà, de toute façon, sur le site, il y a marqué nous recrutons, c'est à peu près visible partout. Et donc, il y a tous les postes qui sont listés. On recrute des gens au produit pour nous aider à améliorer encore l'expérience dans tous les domaines, au marketing pour nous aider à convaincre encore plus de gens de nous rejoindre, en communication, au service client. Il y a tout un tas de postes ouverts en UX et tout un tas d'autres postes. Donc, il suffit d'aller regarder. On recrute aussi évidemment en local des country managers et puis des équipes qui vont faire du community management, du marketing, de la communication, les relations presse au sens large. Donc ça c'est pour ce qui est du recrutement. Ce qu'on fait aujourd'hui aussi, c'est que dans la logique de montrer que c'est possible de créer une start-up avec la pêche, la motivation et l'efficacité en partant de France, non seulement on fait tout ce qu'on peut pour le faire, mais en plus on crée une culture qui va avec. Donc là je parlais du Fun and Serious, ça fait partie de nos valeurs, c'est-à-dire qu'on est extrêmement sérieux au niveau individuel. Tout ce que chacun produit est au top de ce qu'on doit produire pour notre rôle. Et puis ensuite on a une superbe ambiance tous ensemble parce que justement, quand on fait très bien son travail, on peut se permettre d'avoir une très très bonne ambiance entre collègues. C'est ce qu'on est en train de créer aujourd'hui. Donc on a une ambiance de travail absolument phénoménale avec des gens très très motivés. Il suffit de venir dans les locaux, je ne sais pas si vous êtes venus, mais c'est tout le monde a la banane et puis a l'envie de travailler. Personne ne se pose la question de pourquoi il se lève le matin. C'est cette envie-là, c'est cette motivation-là qu'on est fier de construire et on montre que c'est possible de le faire et que c'est aussi possible de devenir global en partant de France. C'est une question d'état d'esprit, de beaucoup de travail. Comme disait Edison, il n'y a pas de substitut pour le hard work. Donc, there's no substitute for hard work. C'est vraiment la meilleure manière de produire quelque chose d'efficace et d'impactant, c'est de travailler beaucoup. Donc, on travaille beaucoup, mais on s'amuse beaucoup aussi. Très bien. Merci beaucoup Frédéric Mazzella, donc je rappelle cofondateur de BlaBlaCar. Bon vent donc pour la suite de vos aventures. L'année dernière, je recevais en 2014 Faites que vos rêves deviennent réalité. C'était un prémonitoire, j'imagine, pour vous. Merci encore. Vous parliez de personnes sérieuses et motivées. J'en connais 3. François, Dimitri et Géraldine. Bon vent à vous également et dans la suite de vos aventures. Un petit livre pour les vacances sur la plage, La vie chère, aux éditions Manifesto de Anne-Sophie Novelle. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur l'économie collaborative. Cette émission sera rediffusée dès cet après-midi sur Madines, La Tribune, le site de la PCE et celui de Décideur TV et sur YouTube, bien évidemment. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée, donc début septembre, pour de nouvelles rencontres d'entrepreneurs et d'entrepreneuses dans Startup. Allez, bonnes vacances à vous si vous en prenez, ou bonnes startups à vous.